parce que la personne avait son otage et avait une lame sous son cou. Ça nous est arrivé qu'effectivement, le soir même, il dit « bah non, c'est pas suffisant, vous n'avez pas assez payé ». Et là, deux victimes, un homme et une femme assez jeune, qui on rentre dans la maison et puis là c'est le carnage. Mais avant de se suicider, il a tué 7 chiens en fait, et donc il y a du sang partout. Comment s'est passée ma première négociation? C'est un bon souvenir, c'est bien passé, avec une personne qui était retranchée, qui avait tiré sur sa femme. Il était seul chez lui, il avait appelé des amis pour dire que sa vie était foutue. C'était une personne qui avait aux alentours de 60 ans, qui voulait mettre fin à ses jours. Voilà. Il avait énoncé ses idées suicidaires et de mettre fin à ses jours, parce que c'était pour dire adieu aux personnes à qui il tenait encore. Nous avons été informés de ces communications, et donc du coup, il a été décidé de prendre contact avec lui avant d'arriver sur place, parce que nous étions sur la route. Et là, il y a eu une première prise de contact avec lui, il a discuté, et j'ai pu échanger avec lui en disant voilà, après avoir écouté cette personne en détresse, j'ai dit écoute, ce que je te demande, c'est d'attendre que nous arrivions sur place, d'échanger, de voir avec toi, et après tu feras ce que tu voudras. Après, si tu décides de mettre fin à tes jours, c'est ton choix et je ne peux pas m'opposer à ça, d'accord? Si tu penses que ta vie ne vaut plus le coup d'être vécue, tu souffres trop, bah, je le comprendrai. Mais la seule chose que je te demande, c'est d'attendre encore 3/4 d'heure qu'on arrive pour que nous puissions discuter ensemble. Et il acceptait en fait ce contrat de non-suicide pour arriver. Une fois arrivé sur place, ben là, nous avons pu rencontrer sa femme qui avait été blessée, mais pu partir avec sa fille. Bon, c'était une histoire de séparation, de divorce. Et en fait, nous avons pu communiquer avec lui, échanger avec lui. Et il a accepté de sortir pour pouvoir discuter avec sa femme. Et donc à ce moment-là, de pouvoir le sécuriser et après de pouvoir l'emmener momentanément, je pense, en hôpital psychiatrique parce qu'il n'était pas bien, pour pouvoir qu'il récupère et après passer en garde à vue et toute la suite du système. Donc non, j'étais très content d'avoir, satisfaction personnelle, d'avoir réussi ma première négociation, et puis satisfaction également, je dirais, d'utilité, d'avoir sauvé une personne du suicide. Voilà. Donc ça, c'était très valorisant pour moi dans ma première négociation. Bonjour, Vincent François, je suis un ancien négociateur du GIGN. J'ai exercé à Versailles, Satori de début 2001 à fin 2011 comme équipier opérationnel et négociateur. Et aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes et comment est le quotidien d'un négociateur et comment nous devenons négociateurs. Depuis fin 2011, j'interviens au profit d'entreprises privées au travers de formations, de conférences et d'accompagnement à la négociation pour des situations cruciales ou tendues. Est-ce qu'il y a un ordre de priorité lorsqu'il s'agit de sauver des vies? Oui. Dans les crises que traite le GIGN, priorité numéro 1, les otages. Priorité numéro 2, la vie des membres du GIGN. Priorité numéro 3, l'auteur des faits. C'est comme ça. Donc c'est-à-dire que si je dois sacrifier ma vie en tant que membre du GIGN pour sauver un otage, je vais le faire. Selon moi, quels sont les plus gros clichés de la profession? Le héros qui négocie tout seul, qui rentre dans la maison, qui regarde l'autre et lui dit « t'inquiète, ça va bien se passer » et l'autre se rend. Ou alors qui va le maîtriser à main nue, ou le tuer en direct. La personne qui rentre dans la tête de l'autre et qui va le retourner sans que l'autre se rende compte. Voilà, ça va être tout ça. C'est vraiment cette image du héros qui va tout faire tout seul. Voilà. Et en plus de négocier, il va commander. Bon, c'est totalement faux et ce sont des clichés. Je m'oblige à certains moments de regarder des séries, notamment qui passent sur les chaînes françaises, parce qu'après on me pose des questions en formation ou en conférence. Ah, est-ce que vous avez regardé telle série? L'inconvénient, ça va être effectivement le côté transformation, scénarisation qui va perturber la crédibilité de la série. Mindhunter, effectivement, je l'ai regardé, j'ai adoré cette série, parce que là on rentre vraiment dans la psychologie humaine,
À l'inverse, La Casa de Papel, ça m'a agacé de la regarder parce que c'était incohérent. Voilà. C'est bien, c'est distrayant, c'est amusant, c'est pas réaliste. Et donc ça m'agace. J'apprends rien. Donc non, dès lors qu'il y a beaucoup plus de psychologique, de jeux psychologiques, d'influence, de tension, etc., là, je vais prendre du plaisir à observer puis à croiser ça avec mes modèles de référence pour aller plus loin. Avec quel type d'individu peut-on être amené à négocier? Eh bien, ça peut être le père de famille qui a pété les plombs, voilà, qui est en dépression sévère, qui a des tendances suicidaires, qui a des fois déjà tué, malheureusement, dans sa crise. Ça peut être quelqu'un qui est malade, c'est-à-dire qui est en délire, hein, qui est malade au niveau psychiatrique, et donc il va avoir une crise parce qu'il y a une absence de traitement ou un facteur X le fait délirer. Donc là, ça va être deux approches différentes. Ça peut être aussi du grand banditisme qui s'est retranché suite à quelque chose qui s'est mal passé, ou alors qui a enlevé une personne. Ça peut être maintenant le hacker qui a hacké un système et qui se met à négocier par Internet, sur le dark. Ça peut être aussi le terroriste qui va vouloir négocier pour revendiquer son geste. Donc ce sont majoritairement des hommes, même si la part de femmes est en train d'augmenter actuellement. À mon époque, hein, entre 2001 et fin 2011, j'ai eu à croiser la route de très peu de femmes. Mais comme les femmes ont tendance à se masculiniser dans leur comportement, il y a de plus en plus de femmes qui se retranchent. Aussi, ça commence à venir. Les circonstances dans lesquelles on négocie, voilà, comme je vous dis, c'est souvent des cas familiaux qui les emmènent à ne plus avoir d'espoir. Et la seule solution, ça va être de se retrancher. Voilà. Ou alors, par vengeance, ils vont être amenés à faire mal à leurs femmes ou à leurs enfants, ou le plus grand désespoir, où seule la mort peut les soulager. Pouvez-vous partir en mission partout dans le monde ou êtes-vous affecté à un secteur géographique défini? Moi, je suis parti pour une mission d'enlèvement à Haïti, notamment. Bien sûr, il y a demande de rançon. À ce moment-là, dans des pays étrangers, il n'y a aucune capacité d'intervention, puisque dans ce pays-là, il n'y avait pas d'accord. Et puis, la police haïtienne n'a pas le même niveau d'intervention que le GIGN. Et puis surtout, comme ça se passe dans des bidonvilles, dès qu'un flic rentre dans le bidonville, il est démasqué. Donc il y a un processus de négociation qui se met en place au travers d'un policier haïtien. Donc il va y avoir paiement d'une rançon qui va être fournie par la famille. Et puis on va négocier le montant. Voilà. Parce que si nous acceptons de payer n'importe quel prix, eh bien en fait, le criminel, le bandit de l'autre côté, va comprendre que si on accepte de payer un prix qui n'est pas dans le prix du marché, nous sommes des amateurs, donc il va vouloir obtenir le plus. Et donc, du coup, ça peut durer très longtemps ou mal se terminer. Donc il faut avoir une connaissance du montant, du prix de l'otage, je dirais, dans le pays donné. Et donc après, on va, négocier le montant de la rançon, 2, les conditions de détention pour la sécurité de l'otage, et puis ensuite la remise de rançon qui va être quelque chose de très sensible aussi pour pouvoir sécuriser le relâchement de l'otage, voilà, la libération de l'otage. Voilà. Ça va être des conditions qui vont être importantes dans le processus. À ce moment-là, le prix de l'otage français à Haïti était entre 5 et 10 000 $. Chaque pays, en fait, va avoir son mode de fonctionnement. Donc il y a un degré de confiance et des fois ça ne marche pas du premier coup. Donc il faut vraiment valider en amont que la personne avec qui je négocie, c'est bien la personne qui détient l'otage. Ça nous est arrivé qu'effectivement, le soir même, il dit non, c'est pas suffisant, vous n'avez pas assez payé. Bon, là, il faut rentrer dans une nouvelle phase de négociation. Finalement, on a pu récupérer l'otage le lendemain matin. Mais oui, il y a des moments de tension très forts dans ces moments-là. Et il faut être solide, organisé pour accepter ce niveau de tension. Et puis, tout ce qui est retour d'expérience
des Français, mais également d'autres pays, les partages d'informations vont être extrêmement importants pour justement savoir comment ça se passe. En l'occurrence, là, il y a eu des personnes arrêtées par la police haïtienne. Après, l'inconvénient de vouloir arrêter l'auteur, alors que je lui ai dit « ok, je paye » et après on ne dit rien à la police, c'est que moi, en tant que négociateur, j'ai perdu ma réputation d'homme d'honneur. Donc il peut y avoir un inconvénient sur les négociations suivantes. Voilà, donc il faut faire très attention de quel est mon interlocuteur et est-ce que ça peut nuire à ma réputation de négociateur. Comme par exemple des prises d'otages carcérales, où ce sont des détenus qui ont été condamnés souvent à de longues peines, eh bien elles vont prendre en otage soit un intervenant dans le monde pénitentiaire, soit un membre de l'administration pénitentiaire, un surveillant, pour demander un changement d'établissement ou une libération. Bon ben là, ils savent que nous sommes négociateurs au GIGN. Si nous lui donnons des promesses et que nous ne tenons pas les promesses derrière, ça va aller très vite dans le monde carcéral de dire le GIGN, ce sont des menteurs, des manipulateurs. Donc là, la parole d'honneur et l'engagement est très important. Parce qu'autrement, ils ne voudront pas nous parler. Pouvez-vous nous raconter votre plus grande réussite? C'est vrai que l'affaire du Ponant a été quelque chose de très marquant dans ma carrière parce que c'est la mission la plus médiatisée, c'est la mission, une des missions les plus longues en matière de négociation, avec un montant de rançon assez important, en matière de nombre d'otages aussi. Donc oui, c'est marquant. Lorsque je suis parti en Haïti aussi pour récupérer la personne, ça a été aussi très valorisant parce que la personne risque sa vie, bien entendu, dans la détention, mais également il avait des problèmes de santé, donc il fallait accélérer le processus de négociation. Donc lorsque, effectivement, nous rentrons avec lui à l'ambassade de France, c'est un sentiment de fierté et d'utilité qui est très intéressant, et enfin qui est très important en matière de ressenti. Alors au contraire, qu'est-ce qui peut ruiner une négociation? Il y avait une prise d'otage carcérale où la négociation n'aboutissait pas, tournait en rond, la personne devenait de plus en plus radicale sur ses positions. Et donc il y a eu une décision d'une neutralisation armée. Cette négociation s'est faite au téléphone, parce que la personne avait son otage et avait une lame sous son cou. Je me suis dit peut-être que là, nous avions tenté la prise de contact par une personne intermédiaire. Peut-être que si nous étions allés négocier en face à face, peut-être que ça aurait eu un impact. Ça n'a pas été joué. A posteriori, je me suis dit peut-être que ça aurait fonctionné. Il y a une autre situation où pareil, la personne était retranchée chez elle toute seule. Il y avait eu des négociations et la personne en fait ne voulait pas se rendre, c'était le soir. Et donc un assaut a été décidé parce que la personne paraissait alcoolisée, fortement diminuée, apathique. Dans la nuit, généralement, il y a une remontée du niveau de paranoïa, donc ce qui veut dire que potentiellement, il aurait pu être plus dangereux ou méfiant. Il y a eu un échange de coups de feu. Peut-être que si on avait attendu le lendemain matin, peut-être qu'il se serait rendu. Votre pire souvenir durant votre carrière de négociateur? Eh bien, en fait, c'était sur une mission. Je pense que c'était en Ardèche, où nous sommes appelés sur une personne qui a tué une personne sur, voire deux, je crois 2 personnes. Voilà. Nous arrivons sur place, c'est le soir, c'est la nuit. Et là, tentative de prise de contact par téléphone, ça marche pas. Tentative de prise de contact à la voix avec un mégaphone, ça marche pas. Lors de cette prise de contact par téléphone, en fait, on s'avance au plus proche de la maison avec les opérateurs. Et là, on enjambe 2 cadavres, 2 victimes, un homme et une femme assez jeune. Et puis, ça répond pas. Et puis finalement, il y a ouverture de la porte et puis on rentre dans la maison et puis là, c'est le carnage. C'est le carnage parce que la personne s'est suicidée. Mais avant de se suicider, il a tué 7 chiens en fait. Et donc il y a du sang partout. Il y a du sang partout et il y a une odeur de sang caillé dans la maison. Voilà. Et là on se dit, voilà. Ça a été un carnage. Et on n'a rien pu faire parce qu'il avait réalisé ça avant qu'on arrive sur place. Donc un sentiment d'inutilité et puis surtout aussi de noirceur on va dire, que ce que l'homme est capable de faire dans ces moments-là. Une négociation insolite à nous raconter. Alors c'est une fin de négociation, une personne retranchée avec des bouteilles de gaz parce qu'on menaçait d'expulsion.
de la maison. Donc après avoir négocié avec lui la réétude de son dossier, eh bien en fait, ça avait été fait à distance, par téléphone. Il nous a invités à venir manger un couscous chez lui. Ça n'a pas eu lieu, hein, mais voilà, il dit « Ah non, mais il faudra venir manger, je vais vous faire un couscous ». Et voilà, donc c'était amusant. Un auteur vous a-t-il déjà dit ce qui l'a fait capituler ou se rendre? Une fois, une personne m'a dit « Je suis sorti parce que tu étais sympa ». Voilà, donc au travers de sympa, c'était quelqu'un de confiance en fait. Voilà, une fois c'est tout. Mais autrement non, généralement ils nous disent ne parle pas. Ne parle pas de ça. C'était pour quelqu'un qui était retranché suite à avoir tiré un coup de feu. Voilà, et blessé une personne. Donc il était retranché, après avoir discuté, compris, il a dit voilà, il m'a dit je t'ai écouté parce que tu me paraissais être quelqu'un de fiable et de confiance. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes insolites, farfelues de la part des auteurs? Oui, mais des personnes qui étaient perturbées, personnes qui demandaient la révision du droit de garde de ses filles. Et en parallèle, il nous demandait ce que sa femme, son ex-femme, soit interviewée par un journaliste régional et qu'elle reconnaisse publiquement qu'elle l'avait trompé et que c'était de sa faute si le mariage avait échoué. Ce qui n'a pas été fait puisque la femme n'a pas accepté de témoigner et puis voilà, mais ça s'est interrompu avant, mais voilà, c'est voilà, une demande farfelue en fait d'une personne en crise qui voulait voilà, laver un affront personnel de la séparation de sa femme. La première difficulté, c'est de ne pas rire, c'est de prendre en compte la demande, la creuser, et commencer à lui dire, mais tu te rends compte, est-ce qu'elle va accepter, et pourquoi elle accepterait, etc. Et comment je vais faire, moi, pour lui faire accepter, et qu'est-ce que tu veux derrière ça? C'est aller questionner, en fait, ce qui motive sa demande. Mais en fait, ça, c'était sa demande secondaire. Sa demande primaire, c'était la révision du droit de garde. Il a fallu gérer les autres demandes. Mais comme il y avait une multitude de demandes qui étaient des fois totalement incohérentes, bon, celle-là, on l'a passée, on va dire, sur le côté. Une intervention a-t-elle déjà été mise en péril à cause d'un tiers? Oui, bien entendu. Alors, je n'étais pas sur cette mission, mais effectivement, sur l'affaire des frères Kouachi, l'imprimerie, Adam Martin-Angouel, eh bien, l'intervention des médias, des journalistes de BFM qui a appelé l'imprimerie pour parler aux preneurs d'otages, a mis en péril la vie de l'otage et également a empêché toute négociation a posteriori. Donc oui, l'intervention de tiers, que ce soit de la famille ou là en l'occurrence les journalistes, ça a mis à mal la stratégie de négociation et puis du coup la mission en elle-même. En fait, au travers de cet appel téléphonique, les frères Kouachi ont pu revendiquer leurs actes, puisque Charlie Hebdo, etc. Et puis pourquoi ils étaient retranchés. Et ensuite, ils n'ont plus voulu parler aux négociateurs, parce qu'ils avaient déjà revendiqué l'acte. Et là, c'était la porte d'entrée pour pouvoir négocier avec eux, pour avoir contact avec eux. Donc en fait, après, ils ont refusé tout contact. Après, il y a d'autres situations où effectivement, quand les chaînes en info continue montrent les images avec les unités d'intervention, où elles se trouvent et comment et est-ce qu'elles préparent, etc. Ça peut nuire effectivement à la mission, mettre en danger bien sûr la vie des otages à l'intérieur, mais également la vie des opérateurs des forces d'intervention. Oui. Ça c'est sûr. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut mettre un périmètre de sécurité pour pouvoir laisser les professionnels gérer la mission comme il faut, pour la vie des otages. Avez-vous déjà été personnellement touché par un auteur? Oui, une fois, à distance, une personne qui se disait en fin de vie, atteinte d'un cancer généralisé, qui avait eu un parcours de vie misérable au sens plein d'événements dramatiques en fait. Donc oui, il m'avait touché en disant pauvre gars, t'as vraiment eu une vie de merde. Voilà. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de chance et qui rencontrent une drame sur drame et qui les emmènent là où ils les emmènent. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Bah là, la personne qui était effectivement atteinte d'un cancer, auparavant, elle avait eu des maltraitances par des beaux-pères, je crois, des choses comme ça. Et ensuite, plusieurs divorces, mais c'est normal puisque en fait, c'était un pauvre gamin qui avait été maltraité par ses beaux-pères, par plusieurs beaux-pères, et qui était du coup un adulte totalement détruit, on va dire. Et puis derrière,
En plus, il déclenche un cancer. Bon, bah, voilà, il était en fin de vie et il s'est retranché pour avoir, je ne sais plus quelle était sa revendication, mais on se dit, ouf, pas de chance. Parce qu'à ce moment-là, j'avais mon beau-père qui était en fin de vie, dû à un cancer. Et donc, du coup, une forme de syndrome, vous voyez, d'identification à mon beau-père parce qu'il est en fin de vie. Et donc là, il peut y avoir un impact émotionnel fort. Donc pour se préserver de cela et garder toute sa lucidité, j'ai dit à mon collègue négociateur, tu prends la parole et moi je serai en backup. Et donc du coup, être en sympathie et non plus en empathie avec cette personne. Est-ce que j'ai déjà perdu mon sang-froid? Oui, bien entendu. Bien entendu, j'ai déjà perdu mon sang-froid pour un sentiment d'injustice. Sur la plage, mon fils qui avait perdu un boomerang, et, je sais pas, il devait être âgé de 6 ans peut-être. J'étais encore en activité à cette époque-là. Et il l'avait perdu la veille, et puis on est allé le rechercher le lendemain matin avec la marée. Et puis mon fils m'a dit, papa, monsieur là-bas, je crois qu'il a mon boomerang. C'était un boomerang en plastique, hein, d'une valeur inestimable, certainement 5 euros. J'ai dit, tu vas le voir, tu lui dis bonjour monsieur, tu es poli, et puis tu lui demandes, tu lui dis que c'est ton boomerang que tu cherches. C'était un monsieur âgé d'une 50aine d'années. Et donc, mon fils va le voir, parce qu'il était parti en courant devant, et puis j'arrive à sa hauteur, et le monsieur lui répond, non, je l'ai trouvé, c'est à moi. Et là, donc, je lui dis, bon, il a peut-être mal dû le dire. En fait, mon fils vous explique que il a perdu hier son boomerang, que vous l'avez retrouvé peut-être ce matin, mais que c'est le sien, est-ce que vous pouvez lui rendre, s'il vous plaît? Et là, il lui a dit, j'en ai rien à foutre de ton petit con de fils, j'ai trouvé le boomerang, c'est à moi. Donc là, en fait, à ce moment-là, j'ai quitté ma casquette de négociateur, j'ai mis ma casquette de boxeur. Je lui ai dit, t'as pas compris, je crois que t'as pas compris, tu vas lui rendre ou je vais t'éclater la gueule. Ce qui était une fort belle négociation. Il m'a dit, vas-y, j'attends que ça, je déposerai plainte. Donc je dis, dégage. Je dis, surtout, tu gardes bien le boomerang et puis tu te dégages parce que moi je vais t'éclater. J'ai fait demi-tour et je suis parti. Et puis après, j'ai expliqué à mon fils, je dis, c'est pas bien, papa il s'est énervé, c'est pas bien. Voilà, là j'avais tout faux, J'avais tout faux, et voilà, comme si j'allais dans les titres, un membre du GIGN éclate pour un boomerang à 5 euros. Voilà. Avez-vous déjà utilisé votre talent de négociation dans la vie personnelle? Oui, bien sûr. Avec ma femme, la négociation, le dialogue, puisque la négociation c'est un dialogue déjà au préalable, avec mes enfants aussi, bien sûr. Dans des situations aussi familiales, complexes, d'héritage, où j'ai joué un rôle de négociateur-médiateur. Et puis oui, à certains moments, effectivement, dans la rue ou dans des situations où effectivement je m'interposais pour dire hop, c'est quoi la situation, qu'est-ce qui se passe, voilà. Négociation de prix aussi, pour des achats immobiliers pour moi-même et sur une situation, sur l'achat d'une maison. J'ai fait une offre de prix, nous avons fait une offre de prix avec ma femme, j'ai tenté une négo, et puis il y a eu un refus du vendeur, ce qui était normal puisque c'était une première offre, et puis avec l'agent immobilier, je dis écoutez, d'accord, très bien, refus. Je dis écoutez, moi je peux faire un effort, je peux monter le prix. Et je dis et vous, quelle est votre marge de négociation sur vos honoraires? Et il m'a dit c'est non négociable. Donc je dis vous êtes sûr que c'est non négociable? De votre côté c'est non négociable, vos frais d'agence sont non négociables? Il me dit oui c'est non négociable. Je dis ok, je dis fin de la négo. Je dis je ne fais pas affaire avec vous, dans ce cas-là je ne passe pas avec vous. Voilà. Et donc du coup on a laissé tomber la négo. Et puis on a continué à visiter d'autres maisons dans le secteur, et du coup on a rencontré un autre agent immobilier qui avait la maison en portefeuille, et nous avons continué la négociation avec l'autre personne. Avez-vous déjà eu peur pour votre vie? Je vais vous dire non, parce que nous sommes dans la mission, étant donné que nous sommes extrêmement focus sur la mission, c'est pas à ce moment-là où on a peur, mais c'est plus a posteriori. A posteriori, où on dit « ouh là, on a eu de la chance ». Il y en a une où ça tire dans une chambre d'hôtel à côté, où oui, ça aurait pu traverser et taper à côté, oui. Et c'était totalement aveugle, puisque du coup, je voyais même pas le tireur. Après, d'autres missions où je n'étais pas en première ligne, mais où ça tirait, où effectivement, là on se dit « nous avons eu de la chance ».
oui. Après, c'est lors d'exercices ou des choses comme ça où je me suis pas blessé, où je suis passé à côté de l'accident et dire bah oui, j'ai eu de la chance. J'ai une bonne étoile et c'était pas mon moment. Comment préserver sa santé mentale lorsqu'on est régulièrement confronté au pire? Eh bien, la pratique du sport fait partie intégrante au GIGN de l'entraînement. Donc ça va vraiment être une soupape d'évacuation des tensions et puis voilà, pour se régénérer, chacun trouve son sport, hein. Bien sûr, il y a des sports communs comme la boxe, comme un minimum de renforcement musculaire, voire musculation, beaucoup pour certains. Moi, je prenais beaucoup de plaisir à jouer au badminton et au foot en salle. Également, faire un footing en forêt, c'est quelque chose qui me régénérait. D'autres, c'était le vélo ou le VTT. Et puis, avoir, à mon sens, moi c'était mon cas, une base familiale solide, ressourçante, qui me permettait de. Et j'avais une maison secondaire à 1h30 de Versailles, en pleine campagne, où en fait, quand j'étais pas d'alerte, eh bien, ça me permettait d'aller là-bas pour être dans la sérénité et le calme. Qu'est-ce que ce métier vous a appris sur l'humain? Le pire et le meilleur, je dirais. L'humain peut faire le pire de ce qui puisse exister, tuer son propre enfant, tuer sa femme, tuer des personnes de manière horrible. Et puis le meilleur, c'est-à-dire aider l'autre, sauver l'autre, basculer, sortir de la souffrance pour aller vers une guérison, la résilience des personnes. Voilà. Tous les champs des possibles. Merci pour l'invitation, merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette interview. Le message que je pourrais donner, c'est qu'il est plus facile d'éviter un conflit plutôt que de le gérer. Préservez-vous, on ne sait jamais à qui on a affaire. La discussion est toujours préférable à l'augmentation des tensions et à une confrontation. Donc préférez la discussion à la confrontation. Et puis, on tombe toujours sur plus fort que soi. Voilà, humilité, humilité. On ne sait jamais sur qui on tombe, dans la rue, dans la vie. Donc, voilà, se faire aider, en parler. Voilà, on a toujours besoin d'un conseil externe.